Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir à cette nouvelle édition du Commerce Tech Club de l'Axel. Je suis Alexandre Awimi, coprésident du Commerce Tech Club et directeur général de PrestaShop, et ravi de vous accueillir pour cette édition sur les marketplaces locales. Sans plus tarder, revenons à notre problématique. Les commerces, les marketplaces locales vont-elles sauver ou couler le commerce de proximité? Frédéric Cavazza, qui est journaliste et expert et directeur général et cofondateur de Cisc, va introduire cette problématique. Ensuite, j'aurai la chance d'animer une première table ronde avec des opérateurs de marketplace locales et collectivités locales, Thierry, Grégory, François, et je les représenterai à ce moment-là. Il y aura également une deuxième table ronde avec le retour d'expérience de commerçantes, Catherine et Céline, animée par mon comparse Alexandre Mahé, du Commerce Tech Club et de Faveur Nouvelle, et Frédéric nous fera l'honneur de conclure cette session et à travers la synthèse des enseignements qui auront été partagés. Bon, sans plus tarder, je laisse la parole à Frédéric pour l'introduction. Frédéric, à toi l'antenne. Merci pour cette présentation. Effectivement, le thème de la journée, c'est les marketplaces locales et le commerce en ligne de proximité. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est réunis ensemble ce matin et pourquoi est-ce qu'on en est amené à discuter de ça? Il y a plusieurs éléments qui vont concourir à faire que c'est devenu un sujet aujourd'hui. D'une part, le commerce en ligne est une pratique qui est mûre, d'accord? Ça fait plus de 40 ans qu'on fait du commerce en ligne, 20 ans de Minitel, 20 ans de web, donc ce n'est pas quelque chose qui est apparu là dernièrement, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Deuxièmement, on a un facteur important, c'est la généralisation des smartphones. Plus de 80% des adultes ont des smartphones. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire que 8 adultes sur 10 en France est connecté en permanence. Donc ça facilite grandement l'accès aux produits. Ça a permis notamment l'hégémonie des fameuses marketplaces ou de l'économie à la demande, donc ces applications, ces plateformes qui mettent en relation l'offre et la demande. On a également la suprématie d'Amazon. Amazon, ça fait 20 ans que ça existe. Amazon qui sait parfaitement exploiter sa position dominante. Donc aujourd'hui, ça commence à grogner un petit peu des dents parce qu'on connaît leurs pratiques en matière de pressurisation des fournisseurs. On sait qu'ils ont une ribambelle de marques blanches, qu'ils exploitent sous le radar. On sait qu'ils font beaucoup d'optimisation fiscale. Ce n'est pas les seuls, mais ils en font. Bref, aujourd'hui, on a cette espèce de grogne autour d'Amazon. Et on a bien évidemment cette histoire de virus qui a fait exploser les usages de commerce en ligne et le besoin. Bref, si on met tout ça en commun, qu'est-ce qu'on a? On a un secteur et des pratiques de commerce en ligne dont la croissance s'accélère, avec forcément le leader de la catégorie qui devient proéminent, Amazon, qui génère un petit peu de mécontentement parce qu'il a des pratiques un petit peu, on va dire, qui peuvent agacer, qui nous fait nous questionner sur est-ce qu'il existe des alternatives? Bien sûr. Quelles sont les différentes formes d'alternatives? Le commerce de proximité en est une. Ceci nous amène à parler de pratiques autour des marketplaces locales, voire des marketplaces, des places de marché municipales. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Avant, le besoin ne se faisait pas forcément ressentir. C'est sûr que le virus a accéléré les choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs municipalités. On aura d'ailleurs un témoignage après. Le fait est qu'il y a plusieurs arguments en faveur de ces fameuses places de marché municipales. Le premier, c'est que ça facilite grandement quand même, on va dire, le montage d'une boutique en ligne. Quand on est un commerçant, on n'a pas forcément les compétences techniques, on ne sait pas faire un choix d'une plateforme technique, on ne sait pas la paramétrer. Donc, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir un acteur de proximité en qui on a confiance, la municipalité, pour pouvoir nous aider. D'autre part, on a aujourd'hui une plus grande rapidité de mise en œuvre, puisque depuis quelques années, tous les commerçants ont l'obligation d'avoir un logiciel de caisse, d'avoir un inventaire qui est informatisé. Donc, quelque part, c'est plus simple de porter son inventaire, son offre sur une plateforme de commerce en ligne. Nous avons ensuite
des arguments purement, on va dire, pragmatiques. Le fait que si vous êtes un commerçant et que vous montez une boutique en ligne, vous avez accès à une clientèle captive qui est celle de votre quartier, du centre-ville, parce que historiquement, ils connaissent votre enseigne, ils passent devant tous les jours, donc ils connaissent votre nom. Vous avez la possibilité de faire du paiement traditionnel, de l'encaissement en caisse, même en période de confinement, on pouvait, et de fermeture des magasins, on pouvait payer à l'entrée. Donc ça, c'est un avantage par rapport au commerce traditionnel. En théorie, si on a un point de vente en centre-ville, on n'a pas de frais de stockage, puisque les produits sont déjà dans les rayons. On n'a pas de frais de livraison, puisque c'est du pick and collect. Les clients viennent récupérer les produits. On n'a pas de frais de retour, puisque s'il y a retour, les clients ramènent le produit à la boutique. Et en plus de ça, on a des arguments RSE qui sont imparables. Le fait que les plateformes de commerce en ligne municipales préservent l'activité en centre-ville, diminuent le trafic vers on va dire, les hypermarchés de proximité, réduit la consommation de ressources, notamment pour tout ce qui est livraison par camion, génère potentiellement de l'emploi local ou préserve de l'emploi local. C'est quand même intéressant. Donc, sur le papier, ces plateformes de commerce en ligne municipale, c'est ce que j'appelle un modèle gagnant-gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la municipalité parce qu'elle préserve l'activité économique sur son territoire. C'est gagnant pour le commerçant parce qu'il peut réaliser des ventes additionnelles. C'est gagnant pour le client parce qu'il a plus de choix dans sa façon de consommer. Maintenant qu'on a dit ça, on commence à avoir un premier retour d'expérience de la part de certaines villes. Notamment, il y a un témoignage qui a été publié la semaine dernière par la ville d'Alençon. On se rend compte qu'il y a une limite à tout ça. Donc, notamment, certains commerçants disent que c'est trop chronophage. Pour eux, ça leur prend trop de temps, donc ce n'est pas forcément rentable. Le fait est, quand on décortique ce qu'ils disent, ils nous expliquent qu'ils ont créé toutes les fiches produits à la main. Là, effectivement, ça prend du temps. Il y a peut-être des moyens informatiques pour automatiser la création des fiches produits. On nous annonce également qu'il y a trop peu de commandes, donc ce n'est pas rentable, le jour ne vaut pas la chandelle. Peut-être, mais toute activité de commerce en ligne ou même de commerce traditionnel, ça implique un minimum de mise à jour dans le catalogue, de mise en avant, d'animation commerciale. Ça, c'est la règle de base du commerce, d'accord? En ligne ou hors ligne, c'est pareil. S'il n'y a pas d'animation, s'il n'y a pas on va dire, un minimum de commercialité, forcément, les commandes sont faibles. On nous annonce également que ça n'est pas rentable. C'est beaucoup plus intéressant de faire du commerce en ligne sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Oui, bien sûr, mais c'est la même chose. Ce sont des pratiques complémentaires. Faire du commerce local à travers une marketplace municipale ou attirer le chaland à travers les médias sociaux, c'est la même activité. C'est de la vente à distance. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on oppose. Donc, au final, même si on a des premiers retours d'expérience qui peuvent paraître négatifs, quand on analyse tout ça, on se rend compte que peut-être qu'il y a eu un petit déficit de pédagogie, que c'est simplement, on n'utilise pas forcément les bons termes, on n'a pas forcément une bonne compréhension de ce qu'est ou ce que n'est pas le commerce en ligne. Il y a un manque probable d'accompagnement dans la durée des commerçants vis-à-vis des municipalités. Bref, je conclus là-dessus. Ce dont on va essayer de discuter aujourd'hui, c'est concrètement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir monter une activité de commerce en ligne quand on met un commerce de proximité. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit viable? Il y a quand même un minimum d'investissement. On ne peut pas se contenter simplement de numériser son inventaire et d'attendre que les commandes pleuvent. Et le deuxième point que l'on pourrait essayer de discuter également, c'est qu'est-ce que c'est que le commerce hybride de proximité? Est-ce que c'est une autre activité? Comment est-ce que ça se définit? Comment est-ce que ça s'appréhende? Qui peut aider? Forcément, il y a des aides qu'on peut trouver à droite et à gauche. On a les référents numériques dans les territoires. Peut-être que la municipalité peut aider pour fournir une prestation complémentaire avec sa plateforme. Bref, on a différentes possibilités à étudier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des intervenants. Ils vont nous aider à y voir plus clair et partager leur opinion. Merci beaucoup Frédéric. Donc sans plus tarder, on va ouvrir notre première table ronde. J'ai la chance d'accueillir Thierry Chardy, qui est directeur général de Ma Ville Mon Shopping, porté par le groupe La Poste. Grégory Boucher, qui est président de Local, marketplace lancé à Rennes et dans d'autres villes bientôt, porté par le groupe Labellium. Et enfin, François Kousmano, conseiller municipal, délégué au commerce de proximité et au développement économique de la ville de Montmorency.
Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous ce matin. Et je vais commencer par une question assez directe. Évidemment, présentez votre solution. Pourquoi vous l'avez lancée et à qui et à quels besoins répond-elle? Alors Thierry, peut-être tu peux commencer par répondre. Ok, bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis Thierry Chardy. Donc, nous sommes Ma Vie de Mon Shopping. Ma Vie de Mon Shopping, c'est une solution donc effectivement filiale du groupe La Poste. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 15 000 commerçants à travers la France. On couvre à peu près 3800 communes, à peu près 3800 communes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une solution en fait qui va permettre à un commerçant de proximité, un commerçant, un artisan ou un producteur de mettre à disposition une solution de click and collect ou de livraison de manière très simple pour ses clients. La plateforme se présente sous la forme d'un espace géolocalisé pour le consommateur qui va trouver toutes les boutiques de sa ville et qui va pouvoir finalement réaliser ses achats en ligne. Donc, nous, on a lancé vraiment cette solution en se disant aujourd'hui, on vit une transformation digitale, mais cette transformation digitale, pourquoi faire, quoi? L'idée, c'était de dire, en fait, il faut que cette transformation digitale soit capable de profiter au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires aussi. Donc, il ne fallait pas que cette transformation ne concerne que les grosses métropoles. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de travailler avec justement tous les différents territoires et tous les artisans, commerçants et producteurs locaux. Comme l'a dit Frédéric en introduction, c'est vrai que nous, on fournit vraiment cette brique technologique et un accompagnement SAV, mais c'est très important que le commerçant lui-même anime sa boutique et il faut également un accompagnement assez important. Donc, nous, on travaille effectivement soit avec des collectivités, où là, on va travailler avec souvent le manager de centre-ville en relais, ou alors on a des partenariats qui sont réalisés avec les chambres de commerce ou les chambres de métiers qui sont également là pour accompagner justement les commerçants et les artisans dans leur digitalisation parce que c'est un vrai besoin qu'ils ont d'accompagnement et d'accompagnement dans le long terme. Voilà, Alexandre. Merci Thierry. Grégory? Bonjour à tous, merci Alexandre. Local, c'est un projet qui a été lancé l'année dernière par le groupe Labellium, qui est une entreprise de marketing numérique. Le constat était de dire structurellement, les commerçants sont en retard, ont un vrai déficit parce qu'ils travaillent de manière individuelle. Comment on peut les relier tous ensemble dans une même ville et permettre de créer une plateforme qui permette justement, comme ça a été expliqué précédemment, de faire un achat groupé. Donc, notre concept, c'est de dire que vous soyez alimentaire ou non alimentaire, vous pouvez acheter des produits alimentaires ou non alimentaires sur un seul panier, un seul paiement et une seule livraison groupée en mobilité douce. Et donc, privilégier les circuits courts, les commerces qui sont à côté de chez vous, les produits de qualité, et donc vraiment promouvoir votre espace local, donc d'où le nom du projet. Ça a été lancé à Rennes, on est en train de préparer le lancement sur des grandes métropoles en France. Et voilà, et ça se passe très bien. On est aidé aussi avec le développement on pourra peut-être en parler un peu plus, mais de la livraison du dernier kilomètre qui a vraiment explosé, qui nous permet de nous appuyer et d'aider beaucoup les municipalités ou métropoles à fournir plein de petits services comme ce qu'on propose. Merci Grégory. Et François, de Montmorency? Merci Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, la situation a été plutôt claire, en tout cas pour nous. Comme nous sommes arrivés à la mairie de Montmorency, Monsieur le maire a pris le parti de pouvoir redynamiser et refidéliser un petit peu les clients, les commerçants de la ville de Montmorency. Une proximité, une communication qui avait été un petit peu malmenée, dirons-nous. Voilà, donc cette première expérience nous a permis d'être infiltrés un petit peu chez les commerçants, dont une grosse association de commerçants qui regroupe environ une cinquantaine de commerçants sur Montmorency, sachant qu'on a à peu près 200 commerçants sur notre ville. Et par rapport à cette confiance qui a commencé à s'installer, on a regardé en fait ensemble la façon la plus simple et la plus rapide pour pouvoir les aider dans ce confinement qui était très dur et très, très rapide en fait.
Suite à ça, de fil en aiguille et par rapport à une discussion commune avec beaucoup de commerçants, on a décidé de faire appel justement à cette marketplace via notre partenaire qui s'appelle Happyville. Et qui mieux qu'un partenaire de proximité pour une place de commerce de proximité. Donc voilà, donc il faut savoir qu'Happyville, elle, est née à Soisy-sous-Montmorency, donc ville jumelle de Montmorency. Et alors, je vous passe tous les détails techniques, mais le projet, effectivement, a vu le jour relativement rapidement avec un certain nombre de problématiques parce qu'il y avait encore, voilà, en termes de délai, on était encore un petit peu tôt, mais on voulait pouvoir aider nos commerçants au plus vite. Et le but est d'avoir en fait ajouté sur l'application de Montmorency qui est téléchargeable sur l'Apple Store ou sur le Play Store, de pouvoir ajouter un onglet dédié en fait au commerce de notre ville. Donc le développement en fait a été rajouté et là-dedans, quand on y va, on voit effectivement qu'il y a une première présentation avec 3 paliers, c'est-à-dire le premier, les commerces alimentaires, le second, non alimentaires, et le troisième, les restaurateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand nombre de restaurateurs, on a cette chance sur Montmorency. Voilà, la première déclinaison, la voici. La seconde, effectivement, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, alors bien sûr, de pouvoir permettre un click and collect, ça j'en ai pas parlé, mais ça reste quelque part la base voilà, de cette plateforme. Mais aujourd'hui, effectivement, on est en train de développer une livraison à domicile, une livraison possible entre 16h et 21h le même jour, voilà, en fonction des achats. Le but est de pouvoir permettre aux Montmorencéens de passer une seule et même commande chez 4, 5 ou 10 commerçants différents et pouvoir avoir qu'une seule facture avec une seule livraison. Et tout ça le jour même. Voilà un petit peu ce qui a été, j'allais dire, la force de notre marketplace qui aujourd'hui comprend un petit peu plus d'une centaine de commerçants. Alors, il reste encore quelques commerçants à aller convaincre par rapport à ça, sachant qu'encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais que c'était voilà, plus pour de la bienveillance. Mais aujourd'hui, c'est un système qui commence à prendre ses marques, qui commence à trouver sa place auprès des Montmorencéens. Et effectivement, même si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de livraison en soi, il y a quand même ce lien en version click and connect que les Montmorencéens aiment bien. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mettre un masque et aller à 300, 400 ou 500 mètres pour aller prendre ce qu'ils ont acheté, tout simplement. Voilà un petit peu le principe de notre marketplace et un petit peu les premiers retours que l'on peut vous faire à ce sujet. Merci beaucoup François. Alors chacun, vous avez dû aussi, au travers de l'expérience de vos différentes marketplaces, rencontrer des freins, les identifier du côté des marchands, peut-être aussi de votre côté en tant qu'opérateur ou collectivité. Finalement, comment vous avez pu y répondre et quelles sont les bonnes pratiques pour accompagner les commerçants au quotidien? Peut-être Grégory, si tu peux prendre la première réponse. Merci Alexandre. Alors les freins, ils sont venus petit à petit au fur et à mesure de l'expérience. Premier frein vis-à-vis des commerçants, c'est hyper hétérogène chez les commerçants en termes de savoir sur le numérique. On a été obligé de faire une pédagogie assez forte pour expliquer l'intérêt, pour expliquer comment les outils fonctionnent, pour expliquer comment le processus d'achat des clients et eux, leur travail. Donc, ça a été un grand travail de pédagogie. Il y a eu les outils matériels. On a travaillé sur PC avec les commerçants. On s'est rendu compte que les PC ou les tablettes restaient au fond du magasin ou étaient déchargés. Et en fait, le seul outil qui fonctionne, c'est le téléphone portable que tout le monde a dans la poche. Et donc, on a été obligé de réadapter les outils back-office par rapport à ça. Et donc, vraiment s'adapter à ça. Ça, c'était vraiment très important. Le frein, c'était le coût. La discussion d'un coût fixe était quasiment inacceptable quand on s'est lancé parce que les trésoreries avaient fondu, parce qu'ils n'avaient pas envie de payer pour voir. Et donc, on s'est mis dans un mode variable et donc ça a vraiment bien fonctionné.
Et un point qui, pour moi, a été très, très surprenant, c'est qu'on a eu pas mal de commerçants qui nous ont dit « Oui, mais vous êtes des concurrents. » On n'est pas des concurrents, on est là pour vous aider, on est là pour être un moyen de vente. Mais ce frein psychologique a été dur à dépasser et pour certains est encore difficile à dépasser. Et donc, la promotion de la plateforme n'est pas tout le temps faite par le commerçant parce qu'il se dit « Oui, mais moi, je paye une commission chez vous, alors que si je vends en direct, je ne paye pas de commission. » Donc, il y a cette pédagogie à avoir qui maintenant arrive, mais c'est vraiment un travail de fourmi. Donc, nous, on a décidé d'avoir du personnel sur chaque ville qui va voir les commerçants, qui discute avec eux, qui leur explique, qui les rassure. S'il y a des soucis techniques ou des soucis avec des clients, on essaie d'améliorer les choses. Et ça, on ne peut pas rester online sur un modèle SaaS où on vend une marketplace et c'est tout, et ça ne fonctionnera jamais. Donc là, il faut vraiment du terrain. Et donc, ce modèle mix est extrêmement, extrêmement nécessaire. On a eu un frein qui était sur les collectivités. François, sur la ville de Montmorency, vous êtes super mûr, c'est top. Il y a beaucoup de villes qui avaient juste envie de communiquer à moindre budget, voire pas de budget, et faire des listings de commerçants, peut-être du click and collect, et c'est tout. Ce qui a donné une image de la marketplace telle que nous, on essaie de la mettre en place, entre guillemets, à très bas coût, avec des services très faibles, où on a eu aussi des collectivités qui n'avaient pas de savoir ou pas de personnel pour gérer la chose. Et un point aussi important qui était les budgets. Ils veulent absolument lancer une marketplace, mais comment on fait pour avoir un budget donc, c'était des discussions aussi très compliquées à avoir. Donc, ça, c'est bien. Malheureusement, on essaye de passer outre ces problématiques. Ouais, donc, voilà les freins principaux, Alexandre. Voilà ce qu'on a pu voir. Je pense que je n'ai pas tout dit, mais c'est les principaux. Alors, très bien. Thierry, je pense que tu vas pouvoir compléter sûrement ceux que tu as aussi rencontrés avec Ma Ville Mon Shopping. Et donc, nous, c'est des choses qu'on a vu pas mal évoluer entre le début de notre aventure et puis cette année Covid où on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques et qu'il y a eu aussi pas mal d'évolutions cette année de la part des commerçants. En fait, au départ, tu en as commencé, je dirais que les freins, ils étaient assez simples côté commerçant, c'était manque de temps, manque de compétences et manque d'argent. Voilà, c'était pour le faire simple, il leur manquait de tout. Donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel on peut agir. Alors sur la partie financière, comme l'a dit Grégory, c'est vrai que d'avoir un abonnement, c'était assez compliqué. Par contre, il y a effectivement toutes les collectivités qui sont là aussi pour prendre le relais et donc pour les aider là-dedans. Et donc aujourd'hui, ils peuvent avoir des solutions sans frais d'entrée et sans frais fixes. Sur le manque de compétences et le manque de temps, il y a de l'accompagnement pour les former. Donc nous, on organise des webinaires, on les forme à distance. On a, comme je le disais, les relais des managers, les relais des managers de centre-ville, les relais des CCI aussi. Et puis, il y a techniquement où on peut vraiment essayer d'améliorer les choses et leur faciliter la vie, notamment sur la création des fiches produits, essentiellement d'ailleurs sur cette création de fiches produits et leur gestion de stock. Donc ça, c'est les premiers freins. Pourquoi au départ c'était compliqué pour eux d'y aller. Il y en avait un autre d'ailleurs qui était assez important, c'était celui de la logistique, puisqu'il y avait beaucoup de commerçants qui disaient moi j'ai un problème, je ne veux pas faire le colis, quitter ma boutique et puis aller la porter à la poste pour le livrer. Donc nous aussi on a essayé de mettre en place une logistique de proximité adaptée, totalement intégrée, où le facteur vient, récupère le produit sans que le commerçant ait de colisage à réaliser. Donc ça, c'était vraiment tous les premiers freins qui ont été, je dirais, vraiment bien levés, qui ont vraiment évolué pendant cette année. Bon, c'était la nécessité, la nécessité pour eux souvent de passer justement à cette vente à distance. Donc ça les a pas mal aidés. Et par contre, aujourd'hui, je dirais qu'il y a ce que disait Grégory un peu, je partage, c'est la vie, c'est quelles sont les attentes que je dois avoir en fait de la vente en ligne dans le local. Parce que il faut comprendre l'utilisation, il faut comprendre l'animation que j'en fais et il faut bien avoir en tête que cette partie-là, c'est vraiment j'apporte du service complémentaire d'abord à ma zone de chalandise.
L'idée, je crois, quand on travaille dans le local, c'est pas de dire on va transformer tous les commerçants en e-commerçants qui vont aller vendre en Italie, à Nantes, à Paris, un peu partout. C'est d'abord comment je mets en place des outils pour travailler ma zone de chalandise. Et donc là, j'ai une vraie animation à mettre en place autour de cette zone de chalandise-là. Et cette partie-là, il y a une réelle éducation à faire. Et pour parler du coup des freins côté collectivité, je crois que celui-là est le plus important. Il a été aussi pas mal levé pendant l'année du Covid, mais c'est vraiment, c'était de dire en tant que collectivité, quelle est mon attente finalement à la mise en place d'une marketplace locale. Parce que si j'attends que tous les gens qui achètent sur Amazon finalement arrêtent d'acheter sur Amazon pour acheter chez mes commerçants, c'est un peu utopique comme réalité. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de dire je mets en place le cadre numérique qui est positif pour mes commerçants, pour les accompagner dans leur digitalisation. Et j'accompagne finalement cette transition numérique de mon territoire pour aider les clients et les commerçants. Voilà. Et donc, pour conclure sur une note positive, je dirais quand même qu'aujourd'hui, on voit une véritable évolution sur les freins et qu'on est dans une situation où on voit à la fois les collectivités, à la fois les commerçants, les artisans qui sont de plus en plus favorables à cette vente et qui ont compris qu'on n'était pas des concurrents, mais au contraire des alliés à leur business et qu'on était là pour les aider à servir justement leurs clients dans les meilleures conditions et d'une manière un peu plus moderne. Voilà. Merci Thierry. Et toi, de ton côté, François, à Montmorency? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et dont je partage complètement, à la fois par Thierry et à la fois par Grégory. La seule chose, moi, que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a eu quand même, on a eu une chance d'avoir été bien incorporés, j'allais dire, au sein des commerçants. C'est-à-dire que les commerçants, à notre arrivée, ont été bienveillants et ont bien compris qu'on était en train de tout mettre en place, non pas pour les sauver, parce que malheureusement, les facteurs économiques font qu'on ne peut pas sauver, on ne peut pas sauver tout le monde et on ne peut pas être derrière tout le monde, mais au moins, voilà, leur tendre la main sur un sujet qui leur permet de se démarquer aujourd'hui et de développer ils appellent ça comme ça, un new business. Effectivement, ça leur a amené aussi la dure réalité, c'est qu'une grande partie de nos commerçants n'avaient pas, ont pignon sur rue bien sûr, mais n'avaient pas de site internet. Donc ça pour eux, au moins un site vitrine, donc ça a été une grande première. Et effectivement, ils ont bien compris qu'ils devaient faire vivre eux-mêmes les promotions, c'est ce que disait tout à l'heure Grégory, c'est-à-dire qu'ils devaient rendre leur offre attrayante et alléchante pour justement déclencher la vente. Ça, voilà, ça s'est fait et ça se fait toujours parce qu'il y a quand même des personnes qui se disent oui, mais moi, mes clients n'ont pas l'âge effectivement d'aller sur informatique, voilà, ou ne veulent pas passer commande via leur téléphone portable, ils préfèrent du présentiel. Oui, aujourd'hui, c'est pour ça que l'on continue la communication au sein de la ville de Montmorency. On essaye de faire une communication régulière pour rappeler que ce système existe et que, in fine, elle n'est pas non plus là pour les obliger, mais au moins pour leur rappeler que le commerce de proximité peut être facilement et peut arriver facilement chez eux via cette plateforme. Voilà le but aujourd'hui un petit peu et au niveau de la communication, voilà ce que Montmorency décline pour les Montmorencéens. Merci François. Et la dernière question avant de passer à celle du public, c'était évidemment de savoir si vous pensez que la marketplace locale peut être un modèle pérenne et responsable. François, si tu veux démarrer. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que ça va s'inscrire dans la durée. Maintenant, effectivement, peut-être pas sur toutes les tranches d'âge, soyons clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes l'utilisent, parce qu'ils sont nés avec l'informatique et donc ils continuent avec cette partie-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, faire basculer sur le côté informatique des personnes de plus de 70 ans, ce n'est pas toujours simple.
par rapport à ça. Donc, on se pose des questions aussi. On parlait tout à l'heure de webinaires pour la communication. On est en train de se poser des questions par rapport à des formations également. Voilà, pour aider un petit peu nos seniors, et les accompagner sur ce changement qui, quoi qu'il se passe, de toute façon, restera dans le temps. En tout cas, c'est un petit peu l'esprit que l'on a. Sachant qu'encore une fois, aujourd'hui, on a demandé à nos moments anciens de jouer le jeu, et c'est ce qu'ils ont fait, de pouvoir consommer local. Voilà, la seule chose et les seules attentes, on va essayer d'y répondre un petit peu au fur et à mesure et dans des délais pas délirants. Merci François. Thierry, de ton côté, en quoi tu penses que ça peut être un modèle pérenne et responsable? C'est cet aspect de responsabilité aussi qui a une tendance de fond aujourd'hui. Effectivement, je pense que c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui, le retour au local. Pour que ces solutions soient pérennes et s'imposent réellement, je crois qu'aujourd'hui, on a différents sujets à travailler. Je crois que là, on est vraiment tous en train de travailler, on va dire, la transition digitale du commerce, du petit commerce. Et ça, c'est une première étape qui est importante. Par contre, pour que ces solutions deviennent pérennes, pour moi, il faut passer à l'étape d'après, qui est celle d'offrir réellement une expérience utilisateur qui soit vraiment d'extrêmement bonne qualité. Et je crois que ça va être ça tout l'enjeu aujourd'hui, de réussir à avoir une vraie expérience utilisateur. Alors ça va nécessiter différentes choses. Ça va nécessiter bien entendu de nouvelles fonctionnalités, des développements techniques, peut-être un nouveau mode finalement de relations commerciales dans le local via le web. Ça va être quelque chose d'important, de réussir à travailler ce côté-là. Ça va nécessiter également une vraie montée en puissance, je dirais, des commerçants, donc qui vont petit à petit devoir se mettre de plus en plus au niveau, de plus en plus au standard de ce qui se fait aujourd'hui sur le web. Donc là, il y a un vrai travail à réaliser de notre côté, mais aussi de manière plus globale, on va dire, il va falloir les former, il va falloir les accompagner pour vraiment les faire monter en compétences. Et je crois que également, ce qu'il va falloir aussi aujourd'hui, ça va être des solutions qui vont avoir pignon sur rue, parce qu'aujourd'hui, on voit une multitude de solutions. Et petit à petit, je crois qu'il va falloir réussir à faire évoluer le consommateur dans un univers qu'il connaît et finalement avec quelque chose d'assez fort en termes de communication, en termes de notoriété et en termes d'usage. Je crois que ça va être ça la prochaine étape pour rendre toutes ces plateformes pérennes. Ça va être de travailler vraiment le côté utilisateur et de rester, comme tu le dis, Alexandre, dans des tendances aujourd'hui sur la responsabilité sociétale, sur la vie du local et ce qu'on défend aujourd'hui, le traduire vraiment sur le web pour l'utilisateur. Merci Thierry. Et Grégory, de ton côté? Thierry a dit beaucoup de choses. Moi, je suis extrêmement d'accord avec toi sur la partie lien social. On s'est rendu compte que les clients et les commerçants, ce qu'ils aimaient, c'était ce contact. Et donc, sur la partie technique, nous en train de travailler sur des systèmes de chat, soit texte, soit vidéo, soit audio, entre commerçants et clients, pour essayer de recréer ce lien parce que c'est extrêmement important. On essaye de vraiment avancer par rapport à ça sur le plug and play et sur la facilité d'usage, comme tu l'exprimais. Ça, c'est très, très important. Sur la partie commerçant, on a pris le parti de faire tout pour le commerçant, c'est-à-dire de faire les shoots photos, de faire leur page, de vraiment leur offrir une solution où ils ont juste à vendre et à faire leur métier. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de commerçants n'avaient pas forcément envie de faire les photos, ou de faire les textes, ou de mettre dans le back-office ou autre, même si pour certains c'est facile, mais pour d'autres c'est très compliqué ou ils n'ont pas du tout envie. Donc on a pris le parti de le faire. Et ils apprécient énormément ça, et donc ils se focus et ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. Donc, pour moi, pour que ce soit pérenne, il faut que tout le monde joue le jeu. Il y a certains commerçants qui utilisent cette plateforme, et ça, c'est super. C'est-à-dire qu'ils disent,
écoutez, si vous ne pouvez pas vous déplacer dans le centre-ville, voilà mon partenaire, commandez sur ce site. Et si eux servent de mégaphone sur l'offre, c'est génial parce que c'est en fait un outil pour eux supplémentaire. Pour nous, c'est notre usage principal, c'est ça, c'est de vendre pour les gens qui ne peuvent pas aller dans le commerce ou qui n'ont pas envie d'aller dans le commerce. Donc, si eux font le relais, c'est top. C'est vraiment top. Pour moi, c'est le plus important. Et après, l'usage pour les consommateurs, je te rejoins Thierry, si on arrive à faire quelque chose qui soit ultra simple, extrêmement facile d'usage, tant dans la partie interface, mais aussi dans le service, ça sera vraiment un succès à long terme. Après, sur la partie responsabilité, nous, on a choisi la mobilité douce parce qu'on y croit vraiment, les circuits courts, avec des stockages en centre-ville, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect qu'il faut mettre en avant et expliquer qu'on développe le commerce, mais pas que ça, c'est aussi une empreinte carbone limitée et les producteurs ou les commerçants de proximité. Je fais vite parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà à peu près notre philosophie, quoi. Merci beaucoup Grégory. Alors je veux juste très rapidement prendre une question du public. Merci pour toutes vos questions. On va pouvoir y répondre aussi à l'écrit avec Grégory, Thierry et François. Il y en a une qui est plébiscitée, qui concerne justement l'acquisition de trafic et de clients pour ces marketplaces. Comment finalement vous réussissez, qui s'occupe de l'animation et du recrutement des clients pour les commerçants? Sachant qu'a priori, le commerçant n'a pas le temps, la commune n'a pas les compétences et l'éditeur n'est pas forcément spécialiste. Alors, moi, si je peux me permettre, nous, on fait partie du groupe Labellium, qui est un des leaders en France du marketing numérique. Donc, on a pris le parti aussi de faire tout ce qui est SEO, SIA, Facebook, Instagram. Toutes les campagnes online, on les prend de notre côté et on fait. C'est un principe pour moi. C'est un centre commercial, donc le centre commercial va faire sa publicité, ça va pas être du magasin au magasin, on va offrir une communication ombrelle où on va mettre en avant certains commerçants, on va mettre en avant certains mots-clés, et on va s'en occuper nous parce que c'est notre métier. Et effectivement, le métier du commerçant, c'est pas de devenir spécialiste SEO parce que ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus technique. Et donc ça, on va le faire de notre côté avec des spécialistes dont c'est vraiment le métier. Ok, merci Grégory. Thierry, de ton côté, comment ça se passe? De mon côté, du coup, effectivement, nous, on avait laissé à la collectivité finalement le soin de faire la promotion. Bien sûr, on s'occupe de toute la partie référencement. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on a pris la décision, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ta question pour savoir comment on allait pérenniser les solutions. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une autorité assez forte et avoir une communication assez forte pour que justement ces solutions soient visibles de l'utilisateur et donc se tourner de plus en plus vers l'utilisateur. Donc nous, aujourd'hui, on a pris effectivement le parti d'assumer une large part de de la communication qui sera faite sur la plateforme. Cependant, et là je rappelle quelque chose qui est quand même important, c'est que même si l'éditeur, c'est-à-dire nous allons faire de la communication, il n'empêche que c'est avant tout la boutique du commerçant et c'est le commerçant qui doit lui-même l'animer et la promouvoir. Et aujourd'hui, on le voit vraiment, nous, en termes de résultats, on voit que en fonction de la manière dont va se servir de la solution le commerçant, il va avoir des résultats très différents. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Mais comme l'a dit Frédéric en introduction, ça reste le commerce, quoi. Et donc forcément, si vous voulez vendre, à un moment donné, il faut animer, il faut mettre des produits, il faut en parler, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on aura beau faire tout ce qu'on veut de notre côté, et je pense qu'effectivement, on a un rôle à jouer là-dedans. Par contre, il n'empêche que ça sera toujours la boutique des gens. C'est un peu comme si vous disiez Facebook, aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais par contre, si vous ne faites jamais un post sur votre profil, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de gens qui vous like, quoi. Et c'est un peu le même principe. C'est que, voilà, à un moment donné, ça restera votre boutique et il faudra quand même y faire quelque chose. Mais par contre, effectivement, on va quand même s'investir pour augmenter cette notoriété. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Grégory, merci Thierry et François, merci à tous les trois. Vous pouvez continuer à répondre aux questions directement dans la partie questions et réponses. Et justement, sans plus tarder, on va laisser les commerçantes témoigner
Donc, Catherine, Céline, avec Alexandre, et je vous laisse la main. Merci Alexandre et merci à tous pour la première table ronde. Et effectivement, au Commerce Tech Club, un des points auxquels on tient, c'est effectivement donner toujours la parole aux marchands. Et dans le cas que nous animons aujourd'hui, à deux commerçantes. Catherine Creusot, qui dirige la cave de Caluire à Caluire. Elle dirige la cave depuis une vingtaine d'années et c'est la 5e génération de marchands de vin de sa famille. Et Céline Brunel, qui est la dirigeante de l'épicerie fine Les Bonnes Pâtes à Rennes, dans le quartier marchand des Halles. Déjà, merci à vous deux d'avoir accepté d'intervenir, d'être venus ce matin. Et on va commencer par une première question. C'est vrai que les marketplaces, ça vient d'un tout qui est le e-commerce. J'aimerais bien savoir quand et comment vous êtes lancé dans le e-commerce et aujourd'hui, quelle part de votre activité il représente. Peut-être commencer avec vous, Catherine. Bonjour, je suis ravie de participer à cette petite réunion ce matin. J'étais pas particulièrement un profil Internet. Nous travaillons dans notre boutique à l'ancienne, une vraie petite cave de quartier. Et en fait, tout est parti, nous, de la municipalité. Notre mairie a décidé au mois de novembre-décembre de lancer une participation sur le site Ma Ville, Mon Shopping pour vraiment, vraiment développer le commerce de proximité. Il y avait déjà un vrai élan dans la commune. Beaucoup de choses avaient été faites, mais là, on nous a proposé ça. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça m'a paru difficile, contraignant, enfin bon, fastidieux, tous les mots horribles. Et puis, très rapidement, je me suis aperçue que c'était simple. D'abord la création, la présentation des produits, enfin tout a été simple. On a eu un accompagnement vraiment super, c'était fluide. J'ai très souvent eu affaire, moi, à une jeune femme qui s'appelait Priscilla, qui était réactive et compréhensive aussi, compréhensive. Et vous, Céline ? Alors, pour ma part, c'est un petit peu différent l'historique, puisque j'ai créé, moi, la boutique Les Bonnes Pâtes, donc l'épicerie fine italienne, en novembre 2018. Et j'avais déjà prévu, en fait, au moment de la création de la boutique physique, de créer la boutique en ligne parallèlement, en tout cas assez vite à moyen terme. Donc, en fait, j'avais déjà créé la boutique en ligne, d'abord le site vitrine et le site marchand, à peu près, je l'ai lancé à peu près 1 an après l'ouverture de la boutique. Donc, voilà, ça me paraissait une évidence d'avoir ces deux activités en parallèle, étant donné le changement de comportement d'achat des clients. Et puis, parce que je propose des produits qui sont assez spécifiques dans l'épicerie fine italienne, donc des produits qu'on ne peut pas trouver partout, qu'on ne peut pas trouver dans les supermarchés. Ce sont des produits issus de petits producteurs qu'on ne peut pas trouver si on habite dans un site un petit peu isolé, rural ou autre. Donc, ça permettait à des gens qui ne sont pas proches de grandes villes, qui ne bénéficient pas de l'offre physique, de pouvoir commander ces produits en ligne. Très clair, merci. Et aujourd'hui, quelle part représente le e-commerce à peu près dans vos activités ? Alors, en fait, le e-commerce a été lancé pour moi à peu près en janvier 2020, c'est-à-dire l'année dernière, tout début d'année. Donc, c'était vraiment les balbutiements, le démarrage. Et avec cette crise sanitaire et toutes les restrictions qui ont été mises en place, finalement, ça a permis de le lancer et aujourd'hui, ça représente à peu près 25% de mon activité, mon chiffre d'affaires. C'est en évolution. Voilà, je constate quand même que c'est en évolution de mois en mois. Il y a des clients qui sont fidélisés, qui recommandent d'un mois sur l'autre ou tous les 2 mois. Mais il faut être tout le temps dessus, en fait. C'est comme si j'avais 2 boutiques un petit peu à gérer. D'accord, très bien. Et vous, Catherine, aujourd'hui ? Je peux pas difficilement quantifier la part
la part de chiffre d'affaires générée, parce que d'abord c'est récent, on a commencé en novembre, décembre, sur des périodes où déjà le magasin est quand même assez tonique. Donc j'ai beaucoup de mal à me représenter la part de marché du site, en fait. Je ne suis pas très douée en chiffres en plus. Non, j'ai rien. Mais pour l'instant, je pense que moi, j'en suis au balbutiement. Ça a été pour moi un pied à l'étrier, en fait, plutôt. Et là, contrairement à madame, voilà, moi, j'en suis au début. Très bien. Et aujourd'hui, quelle solution utilisez-vous pour être visible et pour vous vendre en ligne? Et quels sont en fait les freins aujourd'hui que vous rencontrez à l'accélération justement sur le e-commerce? Peut-être vous, Céline. Bon, alors moi, je suis une toute petite société, hein, j'en suis au démarrage également. Hein, je suis toute seule, j'ai qu'une salariée. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme outil? En fait, je tâtonne, je bricole. Peut-être pas si mal parce que ça a l'air de fonctionner un petit peu hein, quand même. Je vois bien quand je mets des actions en place, il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une réaction, on voit tout de suite le résultat quand on fait quelque chose en fin de compte. J'utilise déjà mon site, donc le référencement naturel avec des mots-clés. J'essaye de créer des articles sur mon site internet. J'essaye de le faire vivre pour pas que voilà. J'utilise les outils, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. J'utilise un petit peu d'annonces sur Google, un petit peu d'annonces, comment on appelle ça là, sur Facebook, du sponsoring, des boosts, des choses comme ça, donc qui me permettent de cibler vraiment la clientèle que je souhaite capter. Et j'utilise les avis Google, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai des commandes sur mon site marchand, je demande au client s'il a la gentillesse de poster un avis. Ça, je pense que c'est important parce qu'en fait, ça rassure aussi. Personne ne me connaît. Je veux dire, si quelqu'un qui habite à Toulon veut commander dans ma boutique qui est située à Rennes, ça permet de rassurer. Et j'essaye d'établir un lien avec mes clients à distance, donc. C'est-à-dire pour garder un contact réel, un contact humain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, quand on commande en ligne, on a toujours une petite crainte quand même. Est-ce que le produit va nous plaire? Est-ce que derrière, ce n'est pas une grosse société qui est à l'autre bout du monde? Et je ne sais pas. Donc, j'essaye de garder ce lien et de dire, derrière votre commande, il y a une vraie personne, il y a une vraie boutique physique qui existe, il y a des vrais gens qui vont préparer votre colis, qui vont peut-être mettre une petite attention et qui vont vous mettre un petit mot. Voilà. Moi, je joue beaucoup là-dessus pour en fait aussi garder cette idée de commerce de proximité. Voilà, vous commandez en ligne, mais vous commandez quand même à un commerce de proximité et vous commandez quand même à une petite entreprise. Et derrière, vous faites vivre des gens. Donc, au-delà, là, je ne parle pas de la qualité des produits, etc. Je parle vraiment juste du lien commercial, enfin, du lien humain. Ouais, c'est la difficulté et le frein, c'est peut-être le lien, effectivement, le lien humain. Et vous, de votre côté, Catherine, est-ce que vous avez des outils qui vous aident et qu'est-ce que vous voyez comme frein, en fait, à accélérer aujourd'hui sur le e-commerce? Moi, j'utilise très peu d'outils, un tout petit peu Facebook, de temps en temps un petit post Instagram, mais non, j'ai pas trop de com sur les réseaux, un tout petit peu. Tous les jours, je me dis il faut faire, et puis on fait autre chose. Et puis après, les freins, moi, c'était surtout la logistique, en fait, hein, la préparation, qui va s'occuper de ça, enfin bon, voilà. Oui, c'est la logistique en plus, effectivement. Ouais. Surtout à la période de Noël où on est déjà, nous, dans le dur quand même. Ouais, mais bon, on a fait. Et selon vous, en fait, sur le sujet des marketplaces plus spécifiquement, quels sont les bénéfices pour vous à vendre sur une marketplace locale comme vous avez pu le faire? Alors, je pense que le côté local est important parce que quand bien même les gens ont accès à nous
par un ordinateur, ils ont toujours à un moment l'occasion de venir dans notre magasin et de garder le lien social. Nous, les commerçants, bien sûr, on doit amener de la marchandise, mais on a aussi cette fonction d'ancrage local. Et le fait de venir récupérer dans le magasin permet d'abord de faire des ventes additionnelles, et ça, c'est énorme. Et puis, surtout, d'entretenir le lien social et de discuter, de s'occuper des gens, quand même. Très clair. Et de votre côté, Céline? Alors, pour revenir sur la question du frein par rapport au développement du e-commerce, moi, je dirais que si ça commence à prendre trop d'ampleur, entre guillemets, tant mieux. Hein. Enfin, voilà, moi, je demande que ça, est-ce que mon activité e-commerce se développe, mais pas au détriment de mon activité e-commerce physique. Et oui, ça va être la question de la logistique, forcément, qui va devenir compliquée, parce que la question qui se pose, c'est si cette activité prend de l'ampleur. Après, je parlerai de la marketplace, hein, mais je voulais juste dire que c'est vrai que si ça prend trop d'ampleur, après, il faut délocaliser un stock, il faut avoir un stock dédié, il faut embaucher une personne pour gérer le conditionnement des paquets, pour emballer, pour envoyer, etc. Et là, du coup, effectivement, il faut voir est-ce que la part de chiffre d'affaires correspondant à cette vente en ligne, est-ce qu'elle permet de couvrir, en termes de coûts, est-ce que c'est intéressant d'investir là-dessus. Aujourd'hui, comme c'est une toute petite structure, moi, on gère tout en interne. Le stock, c'est le même. Le stock de la boutique, c'est le stock de mon site marchand. Donc, tout est géré en interne, donc c'est faisable. Mais si ça prend de l'ampleur, il y aura une vraie question à se poser. Après, donc, sur le bénéfice de la marketplace, oui, je le vois comme quelque chose de très, très positif dans le sens… Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, ça peut être un complément de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que c'est un autre canal de vente. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit à mon sens, il faut multiplier son canal de vente. Il y a la boutique dans la rue, mais il y a aussi la boutique, entre guillemets, sur Internet. Si la plateforme, si la marketplace arrive à cibler un grand nombre de commerçants et notamment arrive à cibler des commerces, des commerces de notoriété. Par exemple, il y a toujours des commerces, des institutions, des commerces qui ont déjà une grande notoriété dans les villes. Moi, par exemple, je suis dans un secteur alimentaire. Si la marketplace avec laquelle je travaille arrive à cibler vraiment des commerces de renom, pour moi, ces commerces vont jouer le rôle de locomotive un peu. Et c'est vrai que quand on cherche un pas de porte en ville pour son local, c'est un petit peu pareil. On va regarder où est-ce qu'il est situé, en termes de marché potentiel. Et là, j'ai envie de dire, c'est pareil. S'il y a des commerces qui jouent le rôle de locomotive, moi, ça me permet vu que ça fait uniquement 2 ans et demi que j'existe, et que ça permet de capter une nouvelle clientèle et de bénéficier de la notoriété des autres. Donc ça, c'est, à mon sens, très positif. Ce qui m'intéresse avec la marketplace, c'est de capter aussi une clientèle qui ne viendrait pas physiquement dans ma boutique. Parce que tout à l'heure a été évoqué le fait que les marchands disent « oui, mais vous êtes un concurrent de… » je comprends un petit peu cette façon de voir les choses, vous êtes un concurrent, parce qu'en fait, moi, si la dame qui vient toutes les semaines faire ses courses, si elle ne vient plus dans ma boutique parce que je lui ai dit, vous savez, vous pouvez aller sur la plateforme, elle ne vient plus. C'est dans cet esprit-là. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de garder les mêmes clients, mais de capter une nouvelle clientèle. Si c'est les mêmes clients qui viennent déjà dans ma boutique, qui maintenant commandent sur la marketplace, je n'y vois pas d'intérêt particulier. En revanche, si les gens qui ont le temps, les clients qui ont le temps de passer dans le quartier habituellement, qui travaillent dans le quartier, qui habitent dans le quartier, eux continuent à venir dans la boutique physique, super. Et si la marketplace me permet de cibler des clients qui, eux, n'ont pas le temps de venir parce qu'ils habitent à la périphérie, dans la première couronne, et un petit peu plus loin du cœur marchand, là, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et la difficulté, je pense, c'est oui, les marchands je peux faire le relais en disant, vous savez, vous pouvez commander si vous n'avez pas le temps, ou si, oui, effectivement, je peux faire le relais et proposer cette plateforme.
Néanmoins, je pense que c'est pas, à mon sens, c'est pas aux marchands de faire connaître les plateformes. Parce que, enfin, voilà, la difficulté, c'est de se faire connaître, voilà, pour les marketplaces. Parce qu'il y en a quand même plusieurs aussi. On est très sollicité. Il faut savoir, quand on a une boutique, je pense que la dame qui tient la cave pourra le dire aussi, Catherine, on est tout le temps sollicité. Tout le temps sollicité pour adhérer à ce genre de marketplace. Donc, pourquoi plus l'une que l'autre? Moi, c'est me dire, j'ai l'impression que cette plateforme-là, déjà, le contact, l'aspect sérieux, toute la partie technique, effectivement, qui est hyper simple d'utilisation, etc. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se faire connaître? Voilà. Moi, c'est ça qui est important. Et justement, peut-être pour conclure une question en fait, du public, on a Hélène qui nous demande, est-ce que les commerçants ont pu constater le recrutement d'une nouvelle clientèle ou une transposition de leur clientèle sur le web? Et n'est-ce pas sous-exploiter le potentiel du e-commerce que de le réduire au local? Je ne sais pas si Catherine, vous pouvez répondre, et Céline ensuite. Moi, sur juste la fin, là, dommage de réduire au local. Je pense qu'il y a une place pour tous les sites. Il y a des sites qui vont avoir besoin de l'international et puis des sites plus locaux qui auront justement l'intérêt d'être local et de recentrer l'activité sur nous, les commerces de proximité. Donc non, c'est pas dommage que ce soit local. Non, au contraire, je trouve ça même important. Je pense que j'aurais pas passé le pas si le site m'avait pas proposé une interaction locale. Très clair, merci. Et vous, Céline? Écoutez, je ne comprends pas très bien la question, à vrai dire. Pour moi, c'est deux choses complémentaires. On peut vendre en local, effectivement, et aussi en national, entre guillemets, en ligne. Enfin, pour moi, les deux sont complémentaires. Je vois pas. Et est-ce que sur la première partie de la question, est-ce que vous avez eu des nouveaux clients ou est-ce la clientèle existante qui utilise ce service? Le service de la marketplace ou le service du site? Alors, le service de mon propre site en ligne, évidemment, ce sont des nouveaux clients parce qu'ils ne sont pas situés à Rennes, ils sont situés en dehors de Rennes. Ça leur permet d'avoir accès à des produits bien spécifiques, ils n'ont pas forcément à côté de chez eux. Ou alors, ils m'ont trouvé par le biais d'une recherche Google ou autre. Et est-ce que la marketplace me permet d'avoir des nouveaux clients? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est assez récent, donc je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, je l'espère. Moi aussi. Moi aussi, je pense avoir eu quelques nouveaux clients, des gens qui sont allés sur le site, qui nous ont même découvert sans connaître notre existence avant, qui sont allés voir le site et qui ensuite sont venus dans notre magasin. Et ça, c'est clair. Très, très clair. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci à vous. C'était passionnant. Merci. Et Merci. Frédéric, je te laisse le mot de la fin avec un tout petit peu de retard. Effectivement, on a eu des discussions très, très riches. Ce que je retiens, parce que j'ai pris des notes, c'est qu'effectivement, faire du commerce en ligne, il y a une dimension technologique qui est, on va dire, imparable, puisque ça reste un logiciel. Heureusement, il y a tout un tas de plateformes et de prestataires qui sont là pour prendre en charge cet aspect technologique, mais pas que, puisqu'on a un terrible besoin d'accompagnement des commerçants dans leur transformation digitale, parce qu'on constate qu'effectivement, il y a des gros freins psychologiques. On est encore à penser que le commerce en ligne, ça coûte cher, le ticket d'entrée est élevé. Dans le commerce traditionnel, le ticket d'entrée, il est bien plus élevé que ça. On nous dit également que le commerce en ligne est, on va dire, est concurrent. Donc, il y a une dimension psychologique, même fonctionnelle, à travailler. Ce qui a été dit également, et ça c'est très intéressant, le fait que la livraison sur le dernier kilomètre, c'était la porte ouverte à tout un tas de services. Donc le commerce en ligne municipal, ça peut être un moyen pour la municipalité, pour la mairie, de déployer des nouveaux services de proximité ou du moins de les combiner. Ça, c'est une piste qui n'a pas été discutée. C'était peut-être pas l'endroit pour le faire, mais c'est intéressant de le préciser. On nous a parlé du rôle prépondérant du smartphone et je ne peux que confirmer effectivement avec le commerce en ligne de proximité, quand on a un public de commerçants, on est sur du mobile only, c'est-à-dire qu'il faut concevoir tous les outils
pour qu'ils puissent rentrer dans le petit écran du smartphone. On a également parlé de l'expérience utilisateur du commerce local. C'est quelque chose qui reste à définir. On sait grosso modo ce que doit être une expérience de commerce en ligne traditionnelle. Par contre, du commerce local en ligne, effectivement, il y a quelque chose à travailler. On n'a pas encore craqué la solution, notamment la préservation du lien local avec le commerçant, comment s'établit le dialogue, comment on peut fluidifier le paiement. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui restent à travailler. Et le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus parce que pour moi, c'est essentiel, j'ai l'impression qu'on confond commerce en ligne et commerce en ligne de proximité. Ce sont deux choses différentes. Le commerce en ligne est un vrai métier. Ça exige des compétences, ça exige du temps, de l'énergie, du budget. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Si vous avez un commerçant qui dit « mais comment je fais pour recruter ma clientèle parce que si je veux trouver d'autres clients, vendre à l'autre bout de la France », là, vous êtes en train de parler de commerce en ligne. C'est autre chose, c'est un autre domaine. Donc, attention, vous mettez les pieds. Moi, je fais vraiment le distinguo entre les deux et c'est ce qui a été dit par notamment le témoignage par nos témoins, le fait qu'effectivement, le commerce en ligne de proximité, ce n'est pas forcément une version dégradée. Chacun fait avec ses moyens, chacun fait avec ses ambitions. Et je pense que le meilleur moyen d'aborder ça, c'est de pas nécessairement parler de commerce en ligne de proximité, mais de commerce hybride de proximité. Le fait qu'on va déployer d'autres canaux d'interaction, potentiellement de vente ou d'encaissement avec une clientèle locale, mais que l'essentiel des actions, la communication, la promotion des offres, le recrutement des clients, la relation client et ainsi de suite, se fait à une échelle locale. Si ce que vous voulez, c'est travailler sur le national, l'international, ça s'appelle du commerce en ligne, c'est un autre métier, c'est une autre dimension. Un grand merci à tous nos participants. Merci beaucoup Céline, Catherine, Thierry, François, Grégory et Alexandre et Frédéric qui m'ont accompagné pour animer cette matinée. J'espère que vous avez pris plaisir à passer du temps avec nous ce matin, découvert certaines marketplaces, reçu aussi des retours d'expérience. Et on se retrouve au prochain Commerce Tech Club. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à très vite avec l'Axel et le Commerce Tech Club.